J'espère que votre été s'est bien passé, que vous ayez tradé ou que vous n'ayez pas tradé. J'espère surtout que vous êtes prêts pour cette rentrée. Et ben, j'espère que tout va bien se passer, bien évidemment. Je frise, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image qui frise. Bon. Sur ce, on attaque tout de suite avec le programme, avec au moins une nouveauté. Vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bien évidemment, les avertissements de rigueur. Avertissements de rigueur, logique, normaux, CFD, futurs, produits spéculatifs. Donc, on gère son risque, on gère son timing, on gère sa méthodologie et on gère tout ce qu'il faut. Et si on le fait, tout se passe bien. Si on ne le fait pas, il est possible que ça se passe moins bien. Donc, bien évidemment, notre objectif, votre objectif, je bouge le micro, votre objectif, je pense que là c'est bon, doit être de bien gérer tout ça afin que tout se passe bien. Sinon, c'est pas bon. Salut, salut à ce qui arrive. Le programme, toujours la même chose. Hein. Que s'est-il passé? Où en sommes-nous? L'ordre du jour, les principales stats, les analyses techniques, Busenbeer, le tableau mis à jour, bien évidemment. Ça faisait quelques jours qu'on ne l'avait pas mis à jour. La nouveauté du jour, et je vais essayer d'introduire au fur et à mesure quelques nouveautés, parce que moi j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien dynamiser tout ça, sinon on s'endort, et quand on s'endort sur les marchés, ça finit toujours très mal. Votre action du jour, donc je vais vous demander, alors aujourd'hui peut-être pas parce que j'en ai une en tête, on va commencer avec celle avec laquelle nous avions terminé. L'idée c'est que vous me proposiez quelques minutes avant l'action du jour, l'action que vous voulez que je vous analyse. Donc, je vous ferai des analyses totalement live, totalement en temps réel, en fonction de ce que vous me demandez. Donc, on verra, peut-être que ça sera le premier qui m'enverra l'action du jour ou s'il y en a plusieurs qui ressortent. J'espère que ça vous intéresse, mais c'est aussi un moyen de vous intéresser encore plus. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous avez la parole, questions-réponses sur tous les sujets qui ont trait, bien évidemment, au trading. Allez, sur ce, on ferme ça. Et on doit être bon. Donc, on attaque tout de suite, non pas avec le Eurostock 50, mais avec le France 40, donc le CAC 40 en CFD. Je suis en 30 minutes. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui se joue, on va essayer de comprendre ce qui se fait et essayer de voir où les marchés pourront aller. Déjà, en petit préambule, bien évidemment, si vous avez regardé l'agenda et l'actualité du jour, on a des marchés américains fermés, ce qui signifie une petite journée probable. Ce n'est pas une journée à ne pas trader. Maintenant, ce n'est pas une journée à s'énerver dès le matin, 8h03. Je clique très vite parce que je sais ce que je dois faire. Donc, c'est une journée de reprise pour les marchés, de reprise pour le trading, même si vous avez tradé. On est lundi matin, on a le temps, les choses vont se faire. Le plus souvent, quand on s'énerve le lundi matin et que ça se passe mal, la semaine peut être assez cataclysmique. Donc, il vaut mieux toujours éviter d'avoir des semaines cataclysmiques. Restons zen, restons calmes. Essayons de faire du véritable trading et pas je ne sais quoi. Bon. Sur le plan purement technique et purement GTAS, je vous rappelle, pour GTAS, il y a des vidéos, il y a des webinaires réalisés sur la chaîne YouTube et sur ma chaîne et sur la chaîne YouTube de WH. Donc, vous pouvez les regarder. Il y a aussi des e-books sur le site internet eWinvest. Le fond de l'air, le fond de l'écran, mon BSI long terme, mon indicateur du haut m'indique que la tendance est haussière de long terme. C'est assez logique, hein, je veux dire, c'est rien d'extraordinaire. Il y a eu juste un rebond très important entre les 7100 et les 7400 points. Donc, logiquement, la tendance est haussière, mais depuis
Maintenant, 3 séances, tendance haussière long terme avec des visées correctives que l'on remarque avec le BSI court terme et le BSI moyen terme qui, eux, sont rouges, qui indiquent bien que la tendance de moyen et de court terme est corrective. On le voit aussi bien évidemment très bien avec le fait qu'on a une baisse structurée, une baisse très encadrée, une baisse dans un canal baissier. Bonjour à ce qui arrive, très heureux de vous retrouver. Une baisse dans un canal descendant, petite pente, et donc on est dans une phase corrective. Mais au final, si je prenais des UT plus larges, et vous le savez, on retrouve grosso modo les indices au niveau où on les avait laissés tous ensemble fin juillet, ça signifie tout simplement qu'on est dans un large range depuis plusieurs mois. Je me rappelle les discours enflammés qu'on avait à la mi-février. On est sur les niveaux de la mi-février où l'on entendait que le CAC était le nouveau Nasdaq, que ça boostait, que nos valeurs luxe étaient les Microsoft, les Google Co. Et depuis, voilà, on avait juste oublié que oui, on a de très belles valeurs, mais depuis le CAC ne fait plus rien. On a même des doutes sur ces valeurs-là et on a bien un CAC qui a retrouvé sa place et qui est encore en gain de 12 à 13% depuis le début de l'année, mais ce qui reste supérieur, bien évidemment, à sa moyenne historique et qui n'est pas le Nasdaq, bien évidemment. Bon, je vous avais, enfin, pour ceux qui étaient là déjà en février, on était suffisamment clair sur le sujet. Alors, à court terme, en ce qui me concerne, tant qu'on va rester dans ce canal descendant, 7250, 7350, peu de choses à faire. Restons calmes. Si on en sort par le haut, donc si on sort par le haut dans les prochaines heures, prochains jours, effectivement là, on pourrait avoir un signal de relance relativement clair, d'autant plus si ce signal de relance technique cassure de la TLR, hein. La TLR, je vous rappelle, c'est la Trend Line Résistance TLR, l'oblique baissière si vous préférez. Si on avait la cassure des 7350, ça nous conduirait incontestablement à valider un rebond haussier. Et ce rebond haussier technique, graphique, purement graphique, sera largement amélioré si nous avions auparavant, donc je dis bien auparavant, je dis bien donc avant que les prix ne cassent la TLR, si on avait les BSI court terme et moyen terme qui passent vert avant que les prix n'indiquent le fait que les acheteurs se présentent. Et une double dose d'optimisme serait le fait que indicateurs BSI court terme et moyen terme passent vert simultanément, ce qu'on appelle la double cassure, le double croisement. Donc, si on avait ce double croisement, ça augmente encore la probabilité du succès du trade. Donc, vraiment une zone à surveiller, un CAC qui repasserait au-delà des 7350 en clôture M30 avec des indicateurs BSI qui précèdent cette cassure. Mais tant que le CAC va rester dans cette zone, tant que j'ai mon nuage rouge, tant que le CAC évolue sous le BSI line, le stop BSI, honnêtement, prendre des initiatives sur cette UT-là n'est pas quelque chose de très intéressant. Donc, je peux toujours trader sur des UT courtes, mais UT courtes, ce jour, lundi, avec des marchés américains fermés, oui, probablement pas avant fin de matinée, vous voyez. Le plus souvent, alors, sur un mode scalping, on est d'accord, on peut tout s'autoriser, on peut faire plein de choses. Maintenant, lorsque je scalpe, je préfère qu'il y ait du volume, je préfère qu'il y ait des intervenants
car il faut savoir sur les marchés, retenez-le toujours, plus il y a d'intervenants, et plus le marché est efficient. Autrement dit, plus normalement, si vous avez bien travaillé vos stratégies, bien travaillé vos techniques d'intervention sur les marchés, plus il y a d'intervenants et plus celles-ci sont efficaces. Moins il y en a, moins elles sont efficaces, puisque plus le marché va être soumis au bruit. Voilà. Donc, le CAC, plutôt haussier avec une visée au-delà de 7350. Maintenant, attention, si jamais ça devait se dégrader et si ces 7350 n'étaient pas revus dans les 2-3 jours qui viennent, hein, il faut pas, c'est pas dans une semaine ou deux. Si vraiment, il faudrait vraiment que ça break aujourd'hui, que ça break demain, mercredi matin maximum. Si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, ça veut dire que, OK, on corrige lentement la tendance haussière, mais on est plutôt au bout du chemin. Et les 7400, 410 qui sont vraiment une résistance très importante dans ce grand range 7580, 7050 que le CAC travaille depuis maintenant 6 mois, ça voudrait dire que là, le risque est vers le bas. Et risque vers le bas, voilà, on sait que septembre, enfin, si vous ne le savez pas, je vais y arriver, si vous ne le savez pas, je vous le dis, septembre est le mois le plus dangereux sur les marchés, bien évidemment. Ce n'est pas octobre, historiquement, c'est septembre qui est le mois le plus baissier. Des questions sur tout ce que je viens de vous raconter sur le CAC, où ça va? Dites-moi tout. Bonjour Bertrand, salut Robert, salut Georges, salut François, Christian, qui est arrivé maintenant. Tout bon, ok, perfect, ok, ok, ça marche, ok. Donc pas de questions particulières a priori. Ok, tout le monde a l'air de comprendre, rien de spécial, ok. Salut Hervé. Pourquoi septembre est-il le mois le plus baissier? Ben parce que historiquement, c'est le mois le plus baissier si tu prends la moyenne. Si tu prends, voilà une question que je vous colle. Si tu prends, ou si vous prenez la moyenne je vais y arriver, la moyenne des performances, la moyenne des résultats mois après mois sur la plupart des indices, mais lorsqu'on s'amuse à faire ce travail, enfin, moi c'est ce que je fais, je le fais toujours sur le marché ou les marchés directeurs qui sont bien évidemment les marchés américains. Ben, septembre est le mois le plus baissier, tout simplement. Tout cela reste des moyennes. Salut, salut Eric. Ok, allez, on va continuer. On va passer au Germany, le DAX. Alors, on va voir que le DAX est légèrement plus haussier. Salut Patrick, salut ce qui arrive. On va voir que le DAX est légèrement plus haussier à l'instant, mais que lui aussi est dans une phase qui est corrective. Alors après, tiens, ça fait longtemps que l'on n'en a pas tracé ou que l'on s'en est pas tracé tous ensemble. Donc là, il y a un niveau clair qui est un niveau support qui saute aux yeux de manière très, très, très puissante autour des 15 820 points. Donc, c'est vraiment très, 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 très puissant. Et bien évidemment, dès lors qu'on a eu une poussée, dès lors qu'on a une configuration qui ressemble à... Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait des jolis dessins. Alors, est-ce que les gens ne vous le voyez? Logiquement, ouais, il apparaît. Dès lors qu'on a quelque chose qui ressemble à ça, on pourrait surveiller peut-être un blocage sur les 15 950 points, bien évidemment.
pour une possibilité d'ETE. Je suis dans de la spéculation totale à ce niveau-là. Bon. Et ne jamais. L'idée lorsque l'on trade, c'est de. On trace des plans, on dessine des plans, on prépare des plans, mais on n'anticipe pas à l'avance en fonction du plan que l'on a dessiné. On va se mettre après à la disposition du marché. Est-ce que vous comprenez quand je dis ça, ou je dis, ou pour vous c'est un langage que vous ne comprenez pas? La différence entre je trace des plans, je fais des plans, je prépare mes interventions et puis je me mets à la disposition, à l'écoute totale du marché. Souvent, les erreurs, c'est très typiquement, oh tiens, là je pourrais avoir une ETE, tiens, ok, j'ai mon ETE, donc là je vais shorter, là je vais shorter. Là, non, non, pas du tout, pas du tout. À ce stade et pour le moment, la seule chose que je dois avoir, c'est que j'ai un niveau support 15 820,25, on va dire. Ce niveau support a été parfaitement respecté vendredi. On est en train de rebondir dessus de manière propre. La tendance long terme reste verte, donc reste haussière. Autrement dit, je rebondis sur un support. La tendance est haussière, donc pour le moment, c'est haussier. Tout simplement. Maintenant, je peux tracer des plans en me disant, là, beaucoup plus intéressant de me porter à l'achat sur le DAX ce matin que sur le CAC, bien évidemment, mais je peux tracer des plans en me disant, si en intraday, en scalping, je me mets à l'achat sur les niveaux actuels ou sur un test, une tentative de fermeture du gap, et si ce gap n'était pas refermé ce matin, donc autrement dit, hein, le plan idéal, et je suis en train de vous le dessiner là, ce serait un repli du DAX sur les 15 860, 15 855, 60, et rebond à compter de ce 55-60. Et là, l'idée claire pour moi, c'est que l'idée d'avoir tracé, d'avoir préparé cette hypothèse, cette possibilité d'ETE, ça voudrait dire que si je rentre autour des 15 880, 85, après un pullback baissier en direction des 55-60, et que j'accompagne le mouvement en essayant de l'accompagner au maximum, cette zone des 15 950 sera à regarder très attentivement et potentiellement une zone de prise de bénéfices. Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai tracé cette ETE? À aucun moment, cette possibilité de, à aucun moment, à ce stade, je la trace en me disant, oh, là, il faut que je sois short. Parce que généralement, je sais comment tout cela finit. On n'attend jamais que le niveau soit fait. On va dire, ah ben moi, je short immédiatement. Et là, c'est là que les ennuis commencent. C'est là que les choses commencent à se passer très mal. Parce que derrière, j'oublie mon stop, je ne mets pas mon stop, derrière, je moyenne. Enfin bref, on fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Et tout ça parce qu'on a tracé un plan qui n'avait rien de transcendantal, rien de formidable, rien de fabuleux, mais qui était tout sauf idiot. Tout sauf idiot. Donc le tout, c'est j'essaye de voir ce que le marché peut me proposer comme vague, comme sous-vague, comme impulsion, comme retracement. Ça, c'est vraiment notre job et notre travail. Et après, vraiment, je suis à l'écoute. Je ne reste pas figé dans ce que j'ai tracé. Voilà. Ce n'est pas parce que je l'ai tracé que c'est vrai.
Alors, Claire, sur des ETE, tu attends toujours un pullback pour rentrer? Non, pas du tout. Je vous l'explique souvent, hein. Je vous dis bien, c'est en fonction du niveau. Après, sur le chartisme, j'ai vraiment, sur les formations que je fais, je suis vraiment très clair, très précis. Il faut vraiment différencier les configurations en fonction de critères précis. Voilà. Sinon, si vous faites du chartisme un peu à la, on va dire, à la mode cow-boy ou en étant très agressif, ben, ça finit souvent très mal. D'accord. Bon. Donc, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Travailler des configurations n'a un intérêt que si on a un avantage comparatif réel. Donc, il faut avoir travaillé le sujet pour savoir, là, je peux intervenir, là, j'interviendrai là, j'interviendrai. Voilà. Ce n'est pas, tiens, le truc ressemble à peu près à une configuration graphique type double je ne sais quoi ou ETE, et donc j'y vais. Un coup, je prends le pullback, un coup, je ne le prends pas, un coup, je mets le stop là, etc. Et là, ça c'est juste, je trade au hasard, donc je confie mon trading et donc mon argent au hasard et au marché, et ça ne marche pas. Ça va marcher 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et après, ça plombe les comptes. Voilà. Donc, rebond sur support, plutôt haussier, surveillance de cette zone-là au cas où, pour le moment, et bien évidemment, si le support cède et qu'on n'a pas dépassé le nuage dans les 15 915-920, à ce moment-là, petit risque supplémentaire de glissade de 200-250 points sous le support. Donc là, les choses sont relativement claires. Là aussi, sur le DAX, haussier pour le moment, haussier au-dessus des 15 820-825. En dessous, ça pourrait perdre 200 points assez rapidement. Alors, les marchés américains, un comportement qui a été différent de ce que les marchés européens ont fait. On verra que, par contre, les corrections que je vous avais indiquées fin juillet ont été faites, notamment sur les actions. On verra ça tout à l'heure. Maintenant, ben, on a eu après, et là on va parler un peu de statistiques, hein, toujours voir ce qui s'est passé dans fin de semaine. Le NFP qui était très attendu. On avait eu la semaine avant Jackson Hole. Jackson Hole, si vous ne connaissez pas, c'est, je vous le dis très vite, on ne va pas le faire long sur le sujet, c'est la réunion annuelle, enfin, une des réunions annuelles des banquiers centraux. Et à cette occasion, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, a de nouveau répété, insisté sur le fait que inflation trop forte, taux en adéquation avec cette inflation trop forte et l'importance de revenir à une inflation à 2%. Voilà. Il a été très clair sur le sujet. Il n'y a pas eu, je veux dire, aucun changement dans le ton. Mais les marchés l'ont plutôt bien pris, plutôt positif. Bon, ça veut dire que les marchés sont plutôt optimistes parce que le discours était plutôt dur et que les marchés ont plutôt bien réagi. Là, c'est une analyse de finances comportementales assez rapide. Bon, depuis rebond, et donc on attendait après Jackson Hole. Alors il y a eu les chiffres de l'inflation qui, eux, ont été plutôt supérieurs ou moins inférieurs à ce que l'on attendait. Alors on le prend à peu près comme vous voulez, selon qu'on est acheteur ou qu'on est vendeur sur les marchés, ce qui est toujours une mauvaise idée puisqu'on doit être totalement objectif, je le rappelle. Mais bon, bref, on va dire que les chiffres étaient plutôt bons, mais ils auraient pu être meilleurs. Voilà, pour être très clair, j'espère que je le suis. Et donc, on attendait
tout le monde, toute la communauté financière attendait avec une impatience non dissimulée les chiffres du chômage vendredi à 14h30, le fameux non-farm payroll, NFP, qui lui est vraiment ressorti. Alors là, sur toutes les données, c'est-à-dire on regarde évidemment le chiffre de création d'emplois, on regarde le taux de chômage et on regarde le salaire. Alors le salaire est ressorti, enfin la progression salariale est ressortie en nette baisse, donc ça c'était vraiment très positif pour les marchés actions. Le taux de chômage a vraiment gonflé assez fortement, donc là aussi c'était très positif. Il y a eu aussi une participation, si vous voulez, donc plus de travailleurs à disposition, ce qui mécaniquement aura ensuite une incidence forte, très intéressante sur la baisse du coût salarial et donc sur l'inflation pour les opérateurs financiers. Et les chiffres alors bruts de création d'emplois légèrement supérieurs, mais vraiment à la marge, tandis que les chiffres des 2 mois précédents revus très fortement à la baisse de 100 ou 110 000, si je ne dis pas de bêtises, pas de souci pour le retard, toujours un plaisir de vous annoncer, toujours un plaisir de savoir que vous revenez. Donc voilà, donc au final, un chiffre très très bon. Première réaction des marchés, ben, on achète, les taux baissent, une réaction tout à fait normale, légitime, je dirais rationnelle, sachant que bon, vous connaissez mon opinion, ce n'est pas mon opinion, c'est la réalité des marchés. La rationalité n'est pas le sentiment le mieux partagé sur les marchés, et au final, derrière, plutôt des replis ou des hésitations, vous le prenez comme vous voulez. Ce n'est pas une grosse baisse, mais on le voit bien, une première réaction à la hausse, et puis ensuite, en fait, on baisse. Bon, voilà. Donc, et ce matin, on est grosso modo, on est en train de revenir sur les marchés, sur les niveaux sur lesquels nous étions. Donc, rien de fondamental, mais on va noter chiffres très bons, bonne réaction et ensuite vendu. Donc là, si je vous fais là aussi de l'analyse comportementale, réaction des opérateurs globaux financiers à un chiffre, donc essayez de trouver une certaine rationalité, de décrypter l'irrationalité des opérateurs derrière, ben on voit qu'il y a plutôt un sentiment, ok, c'est pas mal, mais qu'il y a peut-être derrière tout ça un sentiment nouveau à confirmer en ce début de semaine, plutôt demain, bien évidemment, un sentiment nouveau sur le fait que on va pouvoir s'inquiéter désormais dans les prochaines journées, peut-être du niveau de l'activité. Donc, ça sera vraiment sûrement les chiffres à surveiller. Voilà. Alors, les taux courts se sont plutôt tendus. Enfin bref, il y a eu, il y a eu il y a eu un mélange sur les taux, mais globalement, c'est plutôt de la détente. Et le marché du travail se détend, oui aussi, voilà. Bon, donc sur le plan technique, hausse, rebond, on finit pas trop mal depuis plusieurs jours, on est plutôt haussier. Et là, on est sur un trading range et de toute manière, on est sur une journée où les marchés américains vont être fermés, donc il n'y a pas un immense intérêt hormis les futurs. Donc on va rester calme. Les financiers US sont encore en week-end, donc il n'y a pas aujourd'hui, bien évidemment, un gros intérêt à aller travailler tout seul, je dirais, au milieu de tous les particuliers très énervés, notamment aux États-Unis, parce qu'on trouve de plus en plus de particuliers qui travaillent des options journalières. Alors, à moins de vouloir faire du day trading mode casino, ce que évidemment je ne peux pas conseiller et ce que je déconseille plus que fortement,
rester à l'écart ce jour sur les marchés américains est pour moi la solution. La même chose si je prends le Nasdaq, lui aussi a très bien rebondi. On peut avoir un bel encadrement puisqu'on voit bien qu'après la baisse de vendredi, on est venu juste s'appuyer sur un niveau support, niveau résistance. On peut considérer que ces 15 430, 425 est désormais un niveau clé. Tant que le Nasdaq évolue au-dessus, c'est haussier. D'ailleurs, tout est vert. Donc, essayer de contrer, d'anticiper le marché est une absurdité, est une erreur. Et l'assurance de trader contre les probabilités, ce qui est toujours une très mauvaise idée. Et à l'inverse, puisque c'est un niveau clé, tant que je suis au-dessus, je suis haussier, le passage sous ce niveau-là ne déclenchera pas une vente automatique, mais déclenchera une alerte sur le fait que peut-être le Nasdaq est en train de se retourner. Voilà comment on doit lire étape par étape tout cela. Allez, on va aller voir l'euro-dollar que je dois avoir ici. Alors, l'euro-dollar est dans une configuration bien différente puisque je vous parlais, lorsqu'on s'était laissé, je vous parlais d'une correction en cours, d'une correction à venir. Cette correction s'est vraiment mise en place de manière sérieuse. Et désormais, moi, je considère que l'euro-dollar est baissier court terme. Mais si je prenais des UT plus longues, je considère toujours qu'il reste haussier au-dessus des 1,0592. Donc, mais on s'en rapproche presque, je dirais. Hein. Là, je parle vraiment en swing trading, presque en investissement. Voilà. Donc, et à ce niveau-là, ça voudrait dire que baissier court terme sous les 1,0975, oui. Alors là, le niveau n'a pas du tout changé, c'était le même que celui que je vous proposais. Et mais si la correction est terminée, ça voudrait dire que peut-être dans les prochains jours, l'euro-dollar reprendrait son rebond. Donc c'est vraiment à surveiller. Normalement, ça marche. Voilà. Je vous avais mis à jour le tableau, donc le tableau de ce qu'on vient de voir, les zones court terme sur le DAX, le CAC neutre en intraday, neutre aussi à moyen long terme pour le moment, puisque les indices européens évoluent vraiment dans des tendances totalement flat, il ne se passe plus rien, enfin si, il se passe beaucoup de choses, mais surtout en stop picking. Autrement dit, vraiment, regardez les actions, les secteurs, ça bouge beaucoup, ça change beaucoup, mais les indices, évidemment, lorsqu'il y a des secteurs qui montent et des secteurs qui descendent, ça neutralise tout ça. Le Nasdaq, je reste haussier sur le Nasdaq court terme au-delà des 14 952. Attention, possibilité de correctif en cours sous les 15 730. Alors, c'est-à-dire que tant qu'il ne repassera pas au-dessus des 15 730, à moyen long terme, je reste haussier court terme en mode attention, je peux être, pour ceux qui connaissent, je pourrais être dans une vague B d'Elliott. Donc oui, c'est haussier, donc je peux travailler cette vague-là, mais après une B, je peux avoir une C qui, elle, va être baissière. C'est une possibilité. On va retrouver exactement la même configuration sur le Dow Jones, 33 790, niveau support très clair, court terme. Tant que je suis au-dessus, je suis haussier en intraday, en day trading. Mais là aussi, attention, sous les 35 290, moyen long terme, possibilité d'une vague B en cours, autrement dit, une vague haussière corrective de court terme dans un environnement baissier, enfin,
baissier correctif, on va employer les bons mots, correctif de moyen long terme. L'euro-dollar, je viens de vous en parler. Est-ce que c'est clair ces niveaux ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vous intéresse que je vous mette un jour un petit peu le tableau de temps en temps comme ça vous plaît? Qu'on refasse un récap aussi avec des chiffres au tableau ou pas? Très bien, oui, parfait, merci, très bien, ok, voilà. Alors, très pertinent, ok. Alors, lorsque ça change pas tous les jours, je ne le fais pas tous les jours, mais voilà, mais là, évidemment, c'est super, ok, top, ok, bien pratique, ok, super, ok. Bon. A priori, oui. Mark Twain, ouais. Mark Twain, je la connaissais bien celle-là. Je l'aime beaucoup. Merci Arnaud. J'avoue que je suis fan en plus j'aime bien les, les phrases sur la bourse, voilà. Et celle-là, elle est très bien. Allez, on va voir l'or. Il est quelle or? Ok. Alors, l'or est en train de rebondir. L'or est en train de enfin sortir de ce qu'on avait vu. On était sur une zone un peu, il se passait plus grand-chose. Désormais, l'or, si je regarde, ben, nous offre au moins une tendance claire. On va essayer de se la dessiner ensemble. Bon, voilà. Donc, bêtise Bernard. Voilà. Donc, au-dessus des 1934-1930, non, 1934-1935, on a très clairement une tendance qui reste haussière. Tous les indicateurs, eux, sont au vert. Voilà. Donc ça, les choses sont très claires. Les niveaux support sont très marqués, la tendance, on fait des hauts plus hauts, etc. Maintenant, on a une première alerte, une première attaque ici très puissante, fin de semaine, bien évidemment, avec le NFEP, chiffre du chômage américain, mais on a très bien rebondi et on est proche de essayer de retester, repasser, recasser les 1950, 1954 à ce niveau là. Je l'ai raté, je vois. Il est là. Voilà. Bon. Alors, ça signifie que tant que 1934 est support, c'est haussier. Ce n'est pas parce qu'on a eu une alerte même agressive, même puissante, même gérée. C'est plutôt parce qu'on a eu ça que ça reste haussier. Pour valider, il faudra confirmer en repassant au-delà des 1949 et des 1953. Donc là, à très court terme, grosse zone d'hésitation. Tant que je reste sous le 49, sous le 53, tendance haussière, mais résistance en vue. Donc c'est vraiment des niveaux typiquement où c'est la boîte à gifles qui peut rentrer en action. Et en tant que trader, les boîtes à gifles, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Bon. Donc, oui, c'est haussier, méfiance maximale. Au-dessus de 53, ça devrait libérer un potentiel haussier. Attention, il faudra, si jamais il y avait une cassure, que la cassure corresponde à vos critères de cassure, toujours la même chose. Idéalement, et comme toujours, le trade idéal, surtout lorsqu'on n'est pas un trader très expérimenté, c'est toujours l'achat sur repli ou la vente sur rebond lorsque la tendance est baissière. Bon, l'achat sur repli, zone 1935-1938, grosse zone d'achat
avec des stops qui là pourront être placés très courts sous le support et un potentiel qui là sera sur le niveau résistance en direction des 49 et des 53. Est-ce que c'est clair pour le plan de trading le plus facile, le plus basique, mais le plus efficace? Et c'est la seule chose qui nous intéresse là. Ok, a priori c'est bon. Et nous terminerons avec l'envolée du pétrole, avec le pétrole qui s'est mis en marche de manière assez brutale. Alors il y a eu plusieurs fois que les stocks américains sont en repli. Alors, il y a eu des problématiques avec le Gabon, enfin bref, mais bon, il y a surtout le fait que le pétrole monte. Alors après, on peut trouver toutes les raisons que l'on veut. Il y a un mois, on pouvait en trouver plein pour expliquer qu'il ne montait plus en dépit du fait que les pays essayaient de restreindre l'offre. Donc, l'idée, c'est quoi? Alors là, sur le plan technique, on est sur un marché très puissant, très vert. On est sur un mouvement, là, c'est, voilà. Lorsque la tendance est puissante et que les replis se font dans le nuage ou au-dessus du nuage, ça signifie toujours que on est face à un mouvement très puissant. Donc, règle numéro 1, je ne me mets jamais en face ce type de mouvement. Même si je sais que ce type de mouvement très impulsif, très haussier, a vocation à être corrigé puissamment et donc à offrir à un moment ou à un autre une baisse puissante, rapide, brutale qui peut me faire gagner beaucoup d'argent, les probabilités ne sont pas en ma faveur parce que lorsque la tendance est ainsi, les opérateurs peuvent la faire durer très longtemps, peuvent envoyer des faux signaux baissiers très souvent qui vont être invalidés et donc je vais accumuler des pertes en essayant de me croire plus intelligent que le marché, ce qui est toujours une erreur. Et ça, je peux vous assurer que plus on trade avec les années et plus on apprend que essayer de se montrer plus intelligent que le marché est une erreur. Bon. Donc, règle 1, je ne me mets pas en face ça. Règle 2, bah, si je ne me mets pas en face, je dois essayer de profiter de ce mouvement sans pour autant être l'idiot de service comme nous expliquait Charles Daux fin du 19e siècle ou le couillon comme je l'explique moi. C'est quoi? Ben, c'est OK, l'autre il a dit qu'il ne faut pas que je vende, donc je ne vends pas. Et moi, si je ne vends pas, ben, il faut que j'achète parce que vraiment, je suis très embêté de ne pas trader ça alors que ça fait que monter, que sur les indices, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire. OK, on peut acheter, mais il faut acheter calmement, précisément, en sachant ce que l'on fait et en étant prêt à ce que, effectivement, ce type de mouvement de type bulle, hein, pour être clair, très impulsif, puisse à un moment avoir des corrections brutales, violentes. Donc, je ne peux rentrer dedans que de manière très précise, très claire, sur repli, mais des replis là nécessairement limités. Parce que si j'attends que ça retrace 50%, le mouvement sera fini. Est-ce que vous comprenez là le petit cours que je vous fais autour de ces mouvements très impulsifs ou pas? Ok, a priori, oui, très clair, hyper clair, oui, clair, 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 oui, très bien, ok, clair, oui, très bien. Ok, ça marche. Bon,
Donc, l'idée, là, ça ressemble à des excès. Là, ça ressemble à des excès lorsqu'on s'éloigne trop du nuage. Et lorsque le nuage grossit, après, ça ressemble à un excès. Mais ce type de mouvement ne se retourne que très rarement en V-top. Autrement dit, je redescends. Autrement dit, j'ai une zone idéale d'achat entre le 84,50 et le 85 sous le nuage. Une zone de piège. Une zone de piège où les vendeurs devraient logiquement se précipiter. Voilà, parce qu'il y en a plein qui sont fait nettoyer. Et là, lorsqu'on va breaker des supports, ils vont se dire, là, j'y vais, c'est bon. C'est souvent là que le truc rebondit sur ces mouvements-là. Donc, je vous propose un plan assez basique, je ne sais pas. Idéalement, sous le nuage, je vous trace là le niveau haut du nuage. La zone idéale, pour moi, c'est le 84,50. Peut-être ça fera beaucoup de points quand même. Donc, j'irai le 84, 70, 75, zone idéale. Retenez-le. On verra demain si on la touche et on verra demain si ce point-là a bien déclenché un rebond. Mais en attendant, vraiment, zone à surveiller. Je suis en M30. Ça signifie que là, je trace mon plan 84,50, 85 en surveillance. Ensuite, je switch, je descends sur mes UT en M5, voire en M1 si je suis énervé, et je peux être énervé lorsque je sens que je crois que là j'ai un joli plat, mais pas parce que là, il y a normalement un plan à grosse probabilité de succès. Et donc, sur ces UT-là, M1, M5, je vais chasser des stratégies de retournement en fonction des stratégies. Est-ce que vous travaillez avec des indicateurs, avec les divergences, avec les chandeliers japonais, bref, avec les stratégies que vous utilisez vous-même, parce que on ne peut et on ne doit trader qu'avec des stratégies que l'on a backtestées, des stratégies dans lesquelles on a une grande confiance. Si vous n'avez pas confiance dans vos stratégies parce que vous les avez étudiées longuement, sérieusement, etc., ça ne le fera pas, les gars. Alors, des achats sur niveau. Comme tu me proposes là, mon très cher Paul, why not? Les achats sur niveau, pour moi, exigent du métier, de l'expérience, du calme, beaucoup de zénitude. Autrement dit, là, j'en connais pas mal et je ne vous connais pas tous. Je suis obligé, mon objectif, c'est de vous proposer des choses les plus sécuritaires possibles. Voilà. Après, on peut des fois, j'essaye de vous faire des plans en fonction des niveaux, etc. Mais ce n'est pas simple. Donc là, je conseille vraiment pas d'achat sur niveau, surveillance d'un niveau et ne rentrer que sur des stratégies M1, M5 en fonction des stratégies que vous utilisez. Sur des stratégies d'achat sur repli en tendance haussière, bien évidemment, j'imagine que vous avez ce type de stratégie dans votre portefeuille de stratégie. Allez, nous en avons terminé aujourd'hui pour les analyses techniques. Nous allons passer maintenant à l'action du jour. Alors, l'action du jour, je vous disais, aujourd'hui, on va faire celle avec laquelle j'avais terminé sauf erreur le mois précédent. Et on va attaquer à compter de demain. C'est vous qui choisirez l'action. Donc, je vous laisserai me proposer des actions et comme ça, je vous ferai les analyses totalement en live. Action américaine, bien évidemment,
action américaine, mon très cher Philippe. Dassault, ben, Dassault, je le ferai, mais voilà, tout à l'heure. Alors, on avait fini avec Apple. Si vous vous souvenez, je vous avais expliqué. Nous étions là avec Apple, donc ça devait être le 28. Le 28. Le 28, Apple était sur les 196. Je vous proposais une baisse. Je vous proposais une baisse sur Apple de 10 à 12%. Je ne sais plus combien.